Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce lundi 25 janvier. Voici les titres. Nicolas Sarkozy à la reconquête de l'opinion. Pas d'effet d'annonce attendu sur TF1, mais une explication des réformes à venir. Le commentaire dans un instant de Dominique de Montvalon. L'emploi arrive en tête des préoccupations des Français qui ont posté leurs commentaires sur la page Facebook du chef de l'État. Le dossier du 18h est consacré au spectre d'une France sans usine. L'industrie a perdu 500 000 emplois depuis 2000. Procédure irrégulière. La justice libère tour à tour les clandestins kurdes de Syrie. Arrivés en Corse, sans réponse, le ministre de l'Immigration, Éric Besson, veut adapter la loi pour pouvoir répondre, dit-il, à tout afflux massif, inopiné, ponctuel. Bachotage pour grand oral. Nicolas Sarkozy a annulé aujourd'hui tous ses rendez-vous pour préparer les réponses qu'il apportera ce soir aux inquiétudes des Français. Emploi, retraite, pouvoir d'achat devraient être les sujets principaux d'une intervention programmée moins de 2 mois avant le scrutin régional. Flora Sauvage. Ce soir, Nicolas Sarkozy va s'adresser directement aux Français. Invité sur TF1, il va s'essayer à un nouvel exercice. Des Français choisis sur mesure vont lui poser des questions dans un débat animé par Jean-Pierre Pernaut. Le président est parti à la reconquête de l'opinion. Il essaye de nouer une relation affective aux Français, puisque visiblement son analyse est que c'est là que le bas blesse. La compréhension des problèmes des Français, l'empathie avec la souffrance des Français dans la crise. Mais l'opposition dénonce cette émission faite sur mesure pour le chef de l'État. Les grands médias se prêtent à des exercices qui sont des exercices extrêmement formatés. Et tout le monde veut avoir Nicolas Sarkozy sur sa chaîne, donc tout le monde accepte les conditions posées par Nicolas Sarkozy. Les interviews avec 1, 2 ou 3 journalistes permettent de répondre à beaucoup de questions, mais surtout beaucoup de questions que se pose le microcosme et le petit monde politico-médiatique. Là, le dialogue en direct avec les Français permet de répondre à d'autres questions. Changer d'image, c'est l'un des défis de Nicolas Sarkozy ce soir. Mais encore faudra-t-il qu'il réponde aux préoccupations concrètes des Français. Le pré-commentaire de Dominique de Montvalon dans un instant sur cette intervention du chef de l'État. 3 énormes explosions ont secoué Bagdad aujourd'hui à proximité de la zone verte hyper sécurisée. Plusieurs dizaines de morts et des blessés ont été dénombrés lors de ces nouveaux attentats à la voiture piégée contre des hôtels. Cette fois, Hillary Clinton dit s'attendre à d'autres attaques terroristes. Par ailleurs, condamné à mort l'homme de main de Saddam Hussein, Ali le chimique, a été exécuté aujourd'hui, pendu. Les Kurdes syriens arrivés ce week-end en Corse sortent les uns après les autres des centres de rétention administrative où ils avaient été conduits. 5 jeunes couples demandeurs d'asile ont ainsi déambulé aujourd'hui à Marseille en attendant que leur situation soit éclaircie. Le PS se félicite ce soir du revers infligé par la justice à Éric Besson qui annule effectivement les reconduites à la frontière, mais le ministre entend changer la loi pour l'adapter aux situations d'urgence. Sandra Cerquera. Soulagement hier soir quand les premières décisions de remise en liberté sont rendues par la justice. Arrivés clandestinement, les migrants kurdes ressortent libres, sous les projecteurs et les applaudissements des militants. C'est la première fois de ma vie que je me sens vivant, que je peux parler et respirer tranquillement, que je peux vivre vraiment dans un pays dans lequel j'aurais peut-être des droits. En Syrie, je n'avais aucun droit. Les uns après les autres, les 123 migrants découverts vendredi sur une plage de Bonifacio quittent les centres de rétention de Rennes, Nîmes, Lyon et Marseille. Relâchés pour vice de procédure, 60 adultes ont immédiatement déposé une demande d'asile. Ils doivent se voir retirer leurs mesures d'éloignement du territoire pour qu'ils puissent accéder aux hébergements, à l'accompagnement social et juridique prévu pour toutes les personnes qui demandent l'asile. Les réfugiés libérés, pris en charge par des associations et le SAMU social, ont été hébergés dans des hôtels. Éric Besson affirme que chaque dossier sera traité au cas par cas. Il envisage également de modifier la loi sur l'immigration pour empêcher ce type d'arrivée subite sur le territoire. Celles et ceux qui disent au fond qu'il faudrait donner un titre de séjour immédiat avec statut de réfugié réfléchissent aux conséquences. L'Europe est face à un fléau majeur. Et ce fléau majeur, c'est celui du trafic, la traite des êtres humains. Du côté de l'enquête, le procureur ne veut pas se focaliser sur la seule piste maritime. Il envisage aussi une filière terrestre, car tous avaient été surpris par l'état de santé des réfugiés, laissant penser que leur traversée en mer aurait été plus courte que prévu. Voilà, et le flou persiste, le mystère même demeure sur l'arrivée de ces réfugiés, on vient de le dire.
par mer ou peut-être dissimulé dans un camion. Pour Michel Rocard, la politique d'Éric Besson n'est pas à l'honneur de la France. Une tempête semble être à l'origine de la catastrophe aérienne de l'avion d'Ethiopian Airlines avec 90 personnes à son bord. Le Boeing s'est abîmé en mer la nuit dernière, peu après son décollage de Beyrouth. La suite du 18h. 3 questions à Nicolas Abou. Bonsoir Nicolas Abou. Bonsoir. Vous présidez le groupe centriste au Sénat et vous vous mettez en congé du MoDem. Est-ce que c'est une rupture avec François Bayrou? Écoutez, j'appartenais jusqu'à ce matin très clairement à, j'allais dire, l'aile droite du MoDem, puisque j'étais à la fois membre du MoDem et j'étais membre de la majorité présidentielle, ce qui est une situation un petit peu à part, mais puisque conformément aux directives qui nous avaient été données lors des présidentielles, nous avions la possibilité de travailler avec les uns et avec les autres, eh bien, le soir du premier tour, nous avons choisi. Moi, j'ai choisi de rester dans la structure, dans notre mouvement, et d'opter pour soutenir le candidat, donc, qui aujourd'hui est le président de la République. Je n'ai pas été pour autant puni, donc ce qui prouve encore que nous avons une libre expression au sein de ce mouvement. Vous clarifiez votre situation baroque, hein, vous le reconnaissez un peu vous-même. Et François Bayrou, on l'a vu ce week-end, il a lancé les régionales pour le MoDem avec les listes autonomes. Est-ce que vous avez choisi aussi d'une certaine manière de perdre votre autonomie en rejoignant Valérie Pécresse? Pas du tout. Pas du tout. De la même façon que j'avais été approché par le MoDem pour conduire la liste Île-de-France et que j'avais dit non parce que la stratégie d'alliance prévue pour le second tour ne me convenait pas. L'alliance éventuelle avec la gauche. Plus qu'éventuelle. Certaines donc, pour vous, oui. Et donc, j'avais indiqué que dans ces conditions, je n'irais pas. La proposition de Valérie Pécresse, par contre, j'y ai répondu favorablement parce qu'elle correspond très clairement avec l'ensemble des alliances que nous avons passées, à la fois aux dernières régionales, mais aussi aux dernières municipales. Et dans mon département, c'est pratiquement 100% moins 2 communes dans lesquelles nous avons, au nom du MoDem, passé alliance avec l'UMP pour gérer ces collectivités. Il est évident que les élus locaux ont bien du mal à comprendre que leurs sénateurs, tout d'un coup, passeraient une autre alliance que celle qui leur a conseillé au moment des municipales. Alors tout le monde n'est pas sur cette ligne que vous défendez ce soir, bien sûr, y compris au sein de votre groupe sénatorial, Nicolas Abou. Et vous savez ce que disent certains de vos amis au sein de votre groupe, ils disent ils préfèrent sécuriser son élection au Conseil régional, quoi, en renonçant éventuellement à son idéal. Écoutez, c'est simple, si j'avais voulu aller à la soupe, je conduisais la liste MoDem en Île-de-France et j'étais, puisqu'on nous annonce la victoire de la gauche, assuré d'avoir des responsabilités au niveau de la région. Donc ça n'est pas la voie la plus facile que j'ai choisie. Qui pourrait être effectivement celle de l'opposition demain au Conseil régional. Mais en tous les cas, je reconnais ce que vous dites, c'est-à-dire que mes autres collègues du MoDem, du groupe Union Centriste, ne partagent pas mon point de vue et je leur en donne acte. Et donc c'est vrai que c'est une spécificité départementale et certainement régionale qui fait que dans l'Île-de-France, fidèle, j'allais dire, à nos traditions, je participerai à cette liste. Et revenons au Sénat. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour sauvegarder la cohérence, si elle existe encore, de votre groupe centriste? Un groupe pivot, on le rappelle, important aujourd'hui. Il me semble que depuis longtemps, puisque vous êtes un fin observateur, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait différentes sensibilités au sein du groupe Union Centriste. Je pense que demain comme hier, il y aura les mêmes sensibilités. Et ça continuera de fonctionner comme ça. Vous condamnez l'opposition systématique de François Bayrou. Est-ce que vous resterez un opposant simplement ponctuel? Je considère qu'on ne peut pas, à l'occasion de chaque élection, construire toute la stratégie électorale, ni d'un mouvement, ni d'une sensibilité, sur simplement une opposition au chef de l'État. Et ça n'est pas en tout cas mon souhait, mais je peux comprendre que François Bayrou le fasse, et je peux comprendre même qu'il ait une ambition que moi je considère légitime d'être candidat à une présidentielle. C'est autre chose, mais nous ne sommes pas à la présidentielle. Vous vous êtes parlé depuis hier, ces derniers jours? Je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir aujourd'hui, mais effectivement, je n'en doute pas et je le salue. Allez, deuxième série de questions, Nicolas Abou. Que pensez-vous de l'accueil qui a été réservé aux migrants kurdes? Je vous ai vu très attentif tout à l'heure pendant le journal. Oui, je trouve ça très intéressant. Vous savez, par ma formation de médecin et peut-être par ma vision un peu centriste des choses,
Je suis plutôt quelqu'un d'ouvert à ceux qui sont dans le malheur. Je crois que si on n'est pas capable de tendre la main à ceux qui sont les plus en difficulté, on n'a rien compris à la politique. Alors qu'il soit nécessaire de faire respecter un certain nombre de règles, de s'assurer qu'il n'y a pas non plus d'infiltration indésirable, ça me paraît légitime. Mais notre monde, notre civilisation, notre conception même de la société doit effectivement réserver une écoute attentive à ceux qui sont les plus fragiles. Alors on le voit depuis hier, les Kurdes sortent des centres de rétention administrative où ils avaient été conduits à la demande des juges. Les mesures de reconduite à la frontière ont été annulées forcément par Éric Besson. Faut-il changer la loi pour sécuriser les procédures en cas d'afflux massif et inopiné, comme le dit le ministre de l'Immigration? Le ministre a forcément raison. Là-dessus, il faut sécuriser la loi. Une loi qui n'est pas suffisamment claire est une mauvaise loi. Une loi qui ne s'applique pas bien est une mauvaise loi. Donc c'est le rôle du parlementaire de s'assurer toujours que la loi est bonne et bien faite. Ceci étant, ça n'empêche pas aux politiques et à un gouvernement d'adapter les mesures et de garder un cœur ouvert, j'allais dire, aux situations les plus dramatiques. On peut renforcer les procédures et garder un cœur ouvert. Vous pensez que les deux sont conciliables? Je crois que elles vont l'une avec l'autre. Et plus globalement, quel est votre jugement sur l'action du ministre Éric Besson, je le disais, qui a été sévèrement taclé aujourd'hui par Michel Rocard, pour qui sa politique n'est pas à l'honneur de la France? Qu'en dites-vous? Oh, ben écoutez, je souhaiterais qu'on reprenne l'ensemble des actions conduites par les gouvernements, en particulier à l'époque de Michel Rocard. Et je pense que c'est à l'aune de ces actions qu'on pourrait peut-être juger Éric Besson. Bon, Valérie Pécresse n'a pas de souci à se faire. Vous êtes à fond derrière la politique du gouvernement et à fond derrière la ministre. Je suis en tous les cas à fond derrière elle, qui est un changement véritablement de génération. Il faut savoir qu'elle a tout de même 20 ans de moins que M. Huchon et que moi-même. Et donc je pense qu'elle aura une vision du futur plus adaptée. Troisième question, qu'attendez-vous de l'intervention de Nicolas Sarkozy ce soir sur TF1? J'imagine beaucoup de choses, Nicolas Abou. Oui, j'attends surtout qu'il montre une écoute parfaite de ce qui va être des questions qui vont lui être posées et que, contrairement à ce que vous avez peut-être pu présenter, qu'il ne nous apporte pas des réponses toutes faites, mais véritablement qu'il essaie bien d'adapter sa réponse à la façon aux questions qui lui seront posées. Quelles questions est-ce que vous aimeriez lui poser? Il faut un maximum d'humain. Oui. Et quelles questions vous aimeriez lui poser? Oh, je ne me livrerai pas à ça. Pas une question à lui poser sur le domaine de l'emploi? Attendez, de la relance sur des tas de domaines, oui. Mais sur l'emploi en particulier, effectivement, quelles sont les mesures complémentaires qu'il peut souhaiter mettre en œuvre. Mais j'ai une grande confiance, vous savez, plus personne aujourd'hui ne dit « tiens, c'est dommage si c'était un autre qui était président en ce moment ». Et plus personne ne cite quiconque. Est-ce que vous entendez parler de ces anciens candidats à la présidentielle en disant « ça serait tout de même mieux si c'était Ségolène ou si c'était quelqu'un d'autre ». Enfin, on se projette déjà sur 2012. Oui, mais ça prouve déjà qu'il n'y a plus du tout d'idée que ça aurait pu être mieux si ça avait été un autre. Quel est l'état de l'opinion? C'est quand même assez intéressant, je trouve. L'état de l'opinion, comment est-ce que vous le sentez aujourd'hui? Nous sortons d'une crise financière, économique, nous sommes en pleine crise sociale. Comment voulez-vous que les gens trouvent que tout ce qui se passe est génial? Non, nous sommes dans un moment où les gens ont à faire face à de grandes difficultés, et au moment où la croissance repart timidement, parce que le système social nuit presque, j'allais dire, à la reprise de cette croissance, sert aussi d'amortisseur, mais dans le mauvais sens, eh bien, il faudra plus de temps. Et j'ai envie de leur dire, quand même, ça va pas si mal que ça en France, il faut y aller, il faut tous s'y mettre et les choses s'améliorent. Merci Nicolas Abou. Avec nous Dominique de Montvalon. Bonsoir Dominique, le chroniqueur politique de Public Sénat. Votre commentaire, donc 2 heures, juste 2 heures avant ce rendez-vous du chef de l'État avec les Français, du moins ceux qui seront TF1, car il faut le dire, la concurrence sera rude, avec FBI porté disparu sur la 2, Star Wars sur la 6. Vous dites qu'il y aura beaucoup de monde sur TF1. Il y aura du monde devant TF1. Les enjeux pour le chef de l'État? J'ai envie de dire que le premier enjeu, c'est d'être audible. Alors, il sait parler, c'est un remarquable orateur, il est avocat, il a l'expérience politique, il n'est pas question de dire qu'il ne sera pas audible au premier degré. Mais il y a 2 dangers qui le menacent. Le premier, c'est qu'il a, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours encore, il a beaucoup parlé. Quand la parole est rare,
elle est plus écoutée, elle est davantage écoutée. Donc là, il va devoir en quelque sorte forcer l'attention de ses compatriotes. C'est un premier objectif pour lui. Et quitter sans doute le registre de l'autosatisfaction, parce qu'on l'a beaucoup vu sur ce registre-là lors de ses vœux. Hein, et puis le deuxième, pour être lisible, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a tant d'attentes aujourd'hui. On a évoqué, que M. Abou à l'instant, quelques-unes. Il y a tant d'attentes, des questions d'actualité, des questions de fond. On est effectivement sur fond de crise, avec une crise économique et financière dont on peut dire que peut-être on en voit le début du commencement de la sortie, mais la crise sociale elle est effectivement là et elle touche tous les Français. Et il faut qu'à la sortie des émissions, les deux émissions avec Laurence Ferrari puis le dialogue avec l'ensemble des Français, ceux qui auront suivi ces deux prestations du président disent il y a un président, il y a un cap, et voilà ce que j'en ai retenu, et que ce soit pas noyé dans la diversité de ces centres d'intérêt, qui est au fond le cap, le président qui tient la barre, le cap, quelque chose qui à la fois rassure et donne une direction. C'est pas forcément d'être face à 10 Français, contrairement à ce que disent certains, c'est pas forcément un exercice qui est cousu main et qui est fait d'avance. Hein. Oui, il y a des risques. On se souvient d'ailleurs de Jacques Chirac devant les jeunes. C'est pas quelque chose qui fonctionne automatiquement. D'où d'ailleurs l'intérêt de l'émission. Alors que certains disent aujourd'hui tout ça est fait d'avance et est arrangé, pas du tout, pas du tout. C'est en direct et il y a du suspense. Il y a du suspense. Il faut qu'il crée un effet au moins jusqu'au régional. Oh, bah écoutez, s'il s'agit des enjeux concernant la France, il faudrait que ça aille un peu au-delà. D'accord, mais ça arrive quand même 2 mois avant les élections, Nicolas Abou, il faut qu'il y ait un effet positif sur l'électorat, par exemple en Ile-de-France. Mais il est normal il est normal que le président s'exprime. Et je pense que les Français attendent beaucoup de lui, parce que si le président n'est pas moteur en cette période, qui le sera? Donc c'est au contraire, j'appelle tout le monde à soutenir l'effort à la fois du président et du gouvernement. Édition spéciale du 22h, je vous en informe tout de suite avec Sonia Mabrouk pour commenter bien évidemment l'intervention du chef de l'État. L'une des phrases fétiches du chef de l'État, je ne sais pas s'il la reprendra ce soir, concerne le danger d'une France sans usine. Eh bien la question est relancée par la remise aujourd'hui du rapport des États généraux de l'industrie. C'est la séquence décodage du 18h. Le recul du poids industriel de la France, surtout par rapport à l'Allemagne, souligné une nouvelle fois, donc le secteur a perdu 500 000 emplois depuis 2000. Élisée Cardi. L'idée d'une France sans usine et sans ouvriers est une idée folle. C'est un choix stratégique que je vous propose. C'était en juin 2009, devant les parlementaires réunis en congrès. Nicolas Sarkozy veut tabler sur l'industrie. Et pourtant, à regarder les chiffres, le secteur a du mal à se relever. 500 000 emplois perdus depuis l'an 2000. Depuis 2007, la balance commerciale industrielle est même dans le rouge. Et ce, malgré des annonces à la chaîne, le rapport Attali sur la relance ou encore le grand emprunt. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la politique industrielle soit forte. Il y a eu des annonces de fait, il y a le plan de relance, mais à part quelques dispositifs comme la prime à la casse dans l'automobile, il n'y a pas d'éléments de politique qui touchent véritablement l'industrie. Si les industries lourdes subissent fortement la crise, l'une des pistes de reprise se situe peut-être dans l'industrie verte. Ici en Picardie, fabrique d'huile et protéines végétales, on veut croire à une relance par le développement des biocarburants. Au niveau national, il y a vraiment une concurrence internationale qui est lancée. Les États-Unis sont partis à fond sur ce genre de technologie. À titre d'exemple, le gouvernement américain vient de financer 19 projets pour un montant de 600 millions de dollars sur les seuls biocarburants de seconde génération. Dans le cadre du grand emprunt, la France s'apprête à mettre 2,6 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, biocarburants compris. Avec nous, Gilles Leblanc, professeur d'économie à l'école des mines. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'industrie française est dans le rouge. L'est-elle de plus en plus? Il y a une aggravation de la situation industrielle depuis 2 ans, très marquée. La production industrielle a reculé de 20%. Il y a eu 170 000 d'emplois qui ont disparu dans les branches industrielles au sens large. Plus gravement pour l'avenir, l'investissement des entreprises industrielles a baissé de 20%. Or, l'investissement, c'est quand même ce qui va déterminer la situation future de notre industrie. Et donc, par rapport à un phénomène de recul un peu lent de l'industrie dans l'économie, sans doute moins marqué que ne l'ont laissé penser certaines dramatisations sur la désindustrialisation et les délocalisations, il y a certainement un tournant en 2008 que subit notre pays. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est à cause de la Chine que l'on présente aujourd'hui comme l'usine du monde, ou bien est-ce qu'il y a des spécificités françaises qui nous handicapent?
Je crois que ce qui est très frappant, c'est que quand même la principale menace répétée par tout le monde et attendue depuis 10 ans était celle de la Chine et d'une concurrence par des prix plus bas. Or, la crise industrielle d'aujourd'hui n'est pas du tout ça. C'est une crise de la demande, c'est-à-dire que les débouchés des entreprises ont baissé de 20-25% selon les secteurs, parce que les consommateurs n'achètent pas. Et nos consommateurs, c'est quand même principalement les Français, le marché domestique, et nos voisins européens, principalement les Allemands, les Italiens, les Belges, avec qui nous commerçons. Donc la partie émergente qui avait été mise en avant n'est pas celle qui aujourd'hui détermine la dureté et non plus les perspectives très court terme de la crise. Par contre, il y a des fragilités de notre outil industriel qui sont principalement de deux types. Le premier, c'est qu'on n'investit pas assez l'investissement matériel et on fait un effort de recherche et développement beaucoup plus faible que celui de nos concurrents et en baisse depuis des années et en baisse accélérée ces 2 dernières années. Et le second problème, c'est qu'en fait, depuis 20 ans, l'industrie subit tout un tas de chocs. L'euro, la parité du dollar, la crise du pétrole, les contraintes environnementales. Elle a survécu, elle n'a pas disparu dans notre économie. Par contre, elle s'est adaptée par un seul moyen, l'ajustement par la main-d'œuvre. C'est-à-dire, on continue à produire autant, voire plus, mais avec de moins en moins de monde, en augmentant la productivité des gens. Le problème, c'est que cette piste d'ajustement, elle a ses limites. Elle ne peut pas être prolongée à l'infini. Et lorsqu'un choc arrive, et depuis 2 ans nous subissons ce choc, les voies alternatives, qui sont de chercher plus d'innovation, plus de marques, plus de qualité, elles prennent du temps. Et même d'embaucher éventuellement, de créer de nouvelles industries, de créer de nouveaux secteurs, de développer de nouvelles activités, de ne pas simplement rester sur nos spécialisations historiques qui sont peut-être de moins en moins adaptées aux demandes futures. Il y a plusieurs secteurs emblématiques, évidemment, par exemple celui de l'automobile, où l'on s'aperçoit que malgré les champions que nous avons en France, Renault, PSA, la France désormais importe majoritairement ces voitures. Absolument. Comment le comprendre ? Il y a probablement 2 raisons. La première, alors là c'est un phénomène qu'on va qualifier de globalisation, mais qui est quand même très largement européen, c'est-à-dire l'organisation à l'échelle européenne en termes de production des grands constructeurs français, Renault et PSA, qui ont ouvert des usines en Slovénie, en Roumanie, sont allés chercher des sous-traitants, parfois d'ailleurs en Allemagne ou en Pologne, un peu différents, ce qui entraîne des flux de matière absolument énormes, ce qui ne serait pas forcément dommageable si l'assemblage continue à se faire en France ou dans des sites français. Ça, c'est un premier point. Le second point, qui est un petit peu paradoxal, c'est que on a voulu relancer ce secteur en expliquant qu'il n'y avait pas assez de demande par un dispositif qu'on appelle la prime à la casse. Et tout le monde s'est réjoui il y a quelques semaines de résultats extraordinaires de l'industrie automobile Patrick Devecchio grâce à la prime à la casse. Grâce à la prime à la casse. Or, ils sont là. Factuellement, ils sont là. Sauf que la prime à la casse, elle concerne majoritairement des petites voitures. Et les petites voitures, elles sont plus fabriquées en France. Oui. Elles sont fabriquées en Roumanie, en Turquie et en Slovénie. Était à votre place et nous disait, mais non, attendez, regardez, vous parlez effectivement du flux des matières. Et là, il nous disait, les pièces sont fabriquées en France, puis assemblées effectivement dans certains pays européens. Et il trouvait que ça restait un avantage pour les grands groupes français. Non, c'est un avantage financier incontestable, mais pas forcément pour le territoire et pour l'industrie française. Les 2 grands constructeurs français bénéficient effectivement des résultats financiers de la prime à la casse et peuvent choisir ou non de les réinvestir et de les utiliser sur notre territoire sans aucune obligation. Par contre, en ce qui concerne en particulier les réseaux de sous-traitance, cette activité-là et les emplois associés sur le territoire ne sont pas forcément très bénéfiques. Donc il y a un énorme paradoxe, le gouvernement français subventionne l'emploi à l'étranger. Il subventionne surtout, en ce qui concerne les petites voitures, les incitations aux délocalisations. Parce qu'on ne peut pas à la fois stimuler l'avenir de Renault dans des petites voitures et en même temps, par diverses mesures incitatives fiscales ou autres, et en même temps critiquer le fait que par une analyse économique et industrielle, il explique que pour lui, pour être présent sur ce marché des petites voitures, il lui faut les fabriquer, non pas en Asie, mais dans des pays d'Europe centrale ou orientale. Est-ce qu'il peut y avoir redémarrage économique en France si on ne cesse pas ce mouvement de désindustrialisation ? Je pense qu'il y a effectivement c'est une condition, c'est sans doute pas la seule, c'est une condition du redémarrage économique de long terme, parce que l'industrie c'est un des endroits dans lesquels on crée des gains de productivité, donc on arrive à avoir une extra-croissance en utilisant les mêmes quantités de personnes. Simplement, pour faire ça, on voit bien, avec la saturation de nos équipements domestiques autour de nous, qu'il va falloir inventer de nouvelles industries et de nouveaux secteurs. Ah oui, lesquels ? Par exemple, toutes les opportunités dont on nous parle, l'environnement, la santé,
les énergies, la croissance verte. Absolument, le numérique, tous ces domaines-là ont aussi une composante industrielle. Oui, mais ils ont aussi une composante industrielle et une croissance étant toujours un écart par rapport à la situation précédente. C'est plus dans ces domaines-là qu'on peut espérer faire de nouvelles choses, évidemment, que dans l'automobile, l'aéronautique. Créer de la richesse, mais des emplois et des emplois. Des emplois, et des emplois, rappelons-le, les mieux payés. Parce qu'une des caractéristiques, effectivement, il y a une pression dans l'industrie, mais malgré tout, il faut se rappeler que l'emploi moyen dans l'industrie est d'à peu près 40%, le salaire dans l'industrie est d'environ 40% supérieur aux services aux personnes. Et donc, on ne peut pas penser dynamiser la richesse de notre pays, remonter les niveaux de salaire en pariant uniquement sur les services aux personnes au détriment de l'industrie. C'est un discours qu'on retrouve très fort en Allemagne, aux États-Unis aussi de façon très marquée depuis quelques mois et qui en France est peut-être un peu plus ambigu. Ah oui, ah bon, mais il y a de l'espoir. Vous nous dites le volontarisme du chef de l'État, vous pensez qu'il peut avoir un effet positif? Je pense que les mots... S'il se traduit en actes. Les mots ne suffisent pas dans cette affaire-là. Les États généraux de l'industrie dont on a parlé étaient une initiative collective qui va déboucher. Alors des décisions sont à prendre, donc il y a des propositions qui ont été faites. La synthèse sera organisée et communiquée sans doute à la fin du mois, au début de février. On attend des annonces. On attend des annonces. Prochain. Il y aura des annonces, il y aura des instruments. Ce qui me semble le plus important dans cette histoire, c'est que les États généraux de l'industrie ne sont pas tout seuls. À côté, vous avez le grand emprunt, le Grenelle de l'environnement, la stratégie nationale de recherche, la réforme de la formation professionnelle. Et la difficulté qu'on a, c'est la mise en cohérence de tout ça. Et c'est pour ça, quand on parle de politique industrielle, moi je suis économiste, j'insiste sur les aspects économiques, les déterminants et les perspectives, mais dans politique industrielle, il y a aussi politique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, quelque part, est de l'ordre de la parole, du discours, de la vision, d'une vision de ce qu'est l'industrie, de ce qu'elle représente, de ce pourquoi il faudrait faire un effort pour elle, ce qui n'est absolument pas évident et automatique, et des directions et des objectifs qu'on se donne. Et c'est seulement à partir de ça qu'on peut vraiment mettre en cohérence, qu'on peut éviter des contradictions entre toutes les propositions qui vont surgir de toutes ces initiatives. Mais on se demande si les grands industriels français n'ont pas perdu la main. On se souvient tout récemment des échecs retentissants de grands contrats nucléaires qu'on espérait signer par exemple avec Abu Dhabi. Oui, mais l'avenir de notre industrie, l'avenir de nos emplois industriels ne repose pas sur nos grands groupes industriels. Ces grands groupes industriels ont désormais une toute petite fraction de leur emploi en France et à l'inverse, la majorité des emplois industriels sont dans des groupes de plus petite taille, voire dans des petites et moyennes entreprises qui sont réparties dans tous les segments d'activité. Les deux seuls soldes qui restent positifs de notre commerce extérieur aujourd'hui à hauteur de 10 milliards, c'est la chimie-pharmacie et l'agroalimentaire, qui sont quand même un petit peu oubliés ou pas forcément venant à l'esprit quand on parle d'industrie française. Dernière question, vous avez pointé le manque d'investissement aujourd'hui dans l'industrie française. Est-ce que le grand emprunt, qui est un volet important pour l'industrie, peut être une première réponse? Le grand emprunt peut être une réponse dans certains domaines. Après, le grand emprunt ne peut pas, quelle que soit son ampleur, pallier l'insuffisance d'investissement privé, puisqu'on parle d'investissement privé et donc de moyens propres aux entreprises, soit en endettement, soit en capital, pour se développer à l'avenir. Alors le grand emprunt peut pointer des directions. Là maintenant, c'est plus le rôle des acteurs et soutenir l'investissement et en tout cas peut-être inciter les acteurs qui sont les plus importants dans cette affaire, c'est-à-dire les banques et les investisseurs, de se tourner vers l'industrie parce que l'industrie est reconsidérée à nouveau comme quelque chose d'important pour le pays. Merci Gilles Leblanc. Donc vous êtes professeur d'économie à l'école des mines, je le rappelle. On verra si Nicolas Sarkozy aborde cette question ce soir, l'industrialisation de la France ou la désindustrialisation. On y revient bien évidemment à 22h avec Sonia Mabrouk, à suivre sur Public Sénat. Les dessous de la loi, Thomas Raguet nous fait donc revivre le parcours chahuté du texte qui a conduit au changement de statut de la Poste. Bonsoir à tous. Les jeux vidéo font fureur auprès des jeunes générations. Certains s'y adonnent avec modération, d'autres avec passion. J'ai passé sur ce jeu 2369 heures.